Ouais, on va le faire sur React quand même. Hein. Désolé. Tac. Mon écran n'est pas droit. Voilà. Du coup, Steam, les secrets du logiciel qui a tué du CD-ROM, qui a tué l'empire du CD-ROM. Oh, ce soir, c'est quelque chose. Hein. Quoi? Comment ça, je suis pas abonné? Je l'ai eu dans mon fil d'actualité. Je fais désabonner. Ah non, c'est la bonne empreinte. Ok. Oh, j'ai pas compris. Ok, bon, on va regarder ça. Ça m'a fait bugger. Vous savez ce que c'est ça? Un jeu d'ordinateur sur support physique. Et celui-là aura bientôt 30 ans. Ça me rappelle quand j'allais les acheter chez Micromania, Gamecash ou Score Game. Dans cette Micromania. L'argent. grosse boîte, C'est trop on cher. trouve un CD, un manuel Ils avec prennent des pas cher, images et surtout. des conseils sur le jeu, et on les exposait fièrement à côté de notre PC. Elles ont laissé place quelques années plus tard aux mêmes boîtes que pour les DVD, et aujourd'hui, l'une comme l'autre sont des pièces de musée. Le support physique des jeux PC a presque totalement disparu, et ça, c'est la faute d'un homme, surnommé Gaben, le fondateur du studio Valve, et surtout de Steam. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme qui a révolutionné et plié le game du jeu vidéo. Hi, my name's Gabe Newell. Hi, I'm Gabe Newell. Hi, my name's Gabe Newell, and I work at Valve. Je sais pas si je me trompe, mais ça existait en squad déjà. Mais en fait, il a démocratisé en fait. Gabe Logan Newell est né le 3 décembre 1962 à Seattle, dans l'État de Washington. Sa famille fait partie des classes moyennes et peu de temps après sa naissance, ils partent pour la Californie. Gabe grandit dans une région de Davis, il y passe la majorité de son enfance et de son adolescence. Et très tôt, Gabe est passionné par la programmation. Ça explique sûrement un peu pourquoi il se retrouve en 1980 à l'université de Harvard pour étudier les sciences informatiques. Mais visiblement, et même avec la passion, les études, c'est pas son truc. Il va y rester 3 mois et il ne finira même pas sa première année. À la même période, il retourne à Seattle pour rendre visite à son frère, qui lui bosse dans une nouvelle boîte de logiciels encore peu connue, Microsoft. Son frère bosse, genre, vraiment beaucoup. Alors Gabe pourrait en profiter à ce moment-là pour se dire, bah, je vais visiter la ville, tranquille. Non, il préfère être au bureau avec son frère. Voilà, il traîne, il est là, on sait pas encore trop ce qu'il fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il kiffe. Mais il y a un truc, ça va pas plaire à un gars. Steve Ballmer, c'est le directeur des ventes à cette même époque chez Microsoft. Parce que justement, Gabe il est là, il distrait son frère, mais il se dit à ce moment-là que quitte à traîner dans les bureaux, bah autant qu'il se rende utile. C'est comme ça, du coup, que Gabe va se mettre à bosser pour Microsoft sans avoir aucun contrat. Niveau code du travail, on repassera. Cette expérience, ça va montrer à Ballmer que Gabe en veut vraiment. Et surtout, qu'il est doué. Alors à la fin de son premier cycle à Harvard en 1983, il va lui demander si ça le chauffe de révolutionner l'informatique domestique avec eux. Vous vous doutez de sa réponse. Not to bang on Harvard, but I learned more in 3 months with those guys at Microsoft than I did the entire time I was at Harvard. At Harvard, Et là, ah ben, un truc qui est sûr, c'est... Bah, là, il parle d'Harvard et l'informatique et tout. Mais t'apprends énormément sur le terrain. Quand ça te passionne, le faire t'apprendra, je pense, mieux que la théorie en cours. on doit faire un saut dans le temps. On est en 1993. Ouais, déjà 10 ans plus tard. Alors 1993, c'est la sortie de Jurassic Park, l'époque de la Super Nintendo, ou encore Whitney Houston qui sort le tube I Will Always Love You. Ça rappelle des souvenirs. Gabe a 31 ans, et ça fait maintenant une décennie qu'il bosse pour Microsoft. La journée, il code la prochaine version de Windows, et quand il termine le boulot, il allume son ordi perso et lance Doom. Doom, vous connaissez sûrement, c'est un jeu culte. Bill Gates lui-même l'a utilisé pour démontrer les capacités de Windows 95, marquant une époque où le gaming sur ordinateur commençait à exploser. These games are getting really realistic. Et ça a même donné naissance à un phénomène qu'on appelle Will It Run Doom? Des devs et hackers qui s'amusaient et qui s'amusent toujours Par exemple, il y a... Je sais plus c'était quand on en avait parlé. Quelqu'un qui lance Doom sur une multiprise. C'est la multiprise qui fait lancer Doom. Il n'y a juste pas d'écran, du coup ils ont branché un écran, mais c'est tout.
tous les moyens possibles de faire tourner le jeu sur tous les supports numériques qu'ils trouvent et qui passent sous leurs mains. Sur des calculatrices, sur des machines pour retirer du cash, des montres connectées et même sur des tests de grossesse numériques. Et rentre à ce moment-là, dans l'histoire, en 1993, un personnage connu de tous chez Microsoft, puisqu'il s'agit du fondateur, Bill Gates. Bill Gates commande cette année-là une étude pour mesurer le succès de l'interface graphique de son système d'exploitation Windows. Et bonne nouvelle, c'est le deuxième produit informatique le plus utilisé au monde. Vous vous en doutez, chez Microsoft, on se félicite de ce résultat. Mais pour Gabe, c'est bien plus. Cette étude va tout changer. Pour lui, c'est une révélation. Les jeux vidéo sur PC ont un potentiel complètement fou et surtout encore totalement inexploité. Alors, avec son pote qui rentre dans l'histoire, Mike Harrington, ils ont envie tous les deux de se lancer. Et il y a quand même un problème. Coder un moteur graphique, c'est pas la même chose que de coder des logiciels. Et ils ne savent pas le faire. C'est sûr que ça doit être plus compliqué que de coder le bouton s'abonner à la chaîne, qui est juste en dessous là. C'est le moment. Et c'est l'un de leurs anciens collègues, parti chez id Software, la boîte de jeux vidéo qui a développé Doom et Quake, les deux jeux stars du moment, qui va débloquer la situation en leur donnant une idée. Une bonne idée. Bah les gars, vous avez qu'à racheter Quake Engine, le moteur graphique 3D le plus pointu de l'époque. Bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle aider. Il leur manquait évidemment l'argent, le cash, pour tester l'idée de leur pote. Contrairement à lui, Gabe et Harrington, ils étaient pas forcément fortunés et très bons en business. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Parce que là, vous vous demandez, ils ont fait comment du coup? Ils ont hypothéqué leur maison? Pas du tout. Gabe et Harrington font partie de ceux qui ont lancé Microsoft. Dans la cour des grands, ils étaient là au tout début. Et ils sont devenus riches grâce aux stock options. Et ces gens-là, ils avaient un nom. Les Microsoft millionnaires. Bah oui, parce que quand tu t'impliques depuis le début d'une boîte et que cette boîte elle explose et qu'elle devient incroyable à l'international, tu te doutes bien que les parts que tu as pu acquérir au tout début, elles valent beaucoup plus à la fin. Et c'est comme ça qu'en août 1996, Gabe Newell et Mike Harrington fondent Valve Software. Le même mois, pour la petite anecdote, Gabe se marie aussi. C'est ce que j'appelle un mois très chargé. Ah oui. Leur nouvelle société, Valve, a alors un objectif simple et clair. Développer un jeu révolutionnaire. Voilà, rien que ça. Mais on aime bien les objectifs là-haut en général. Gabe et Harrington décident alors que ça sera un FPS, un First Person Shooter. Un jeu où on tire avec une vue à la première personne. C'est vraiment, s'il y en a qui sont pas passionnés par le gaming et qui aiment déjà cette vidéo, je suis impatient de le savoir dans les commentaires. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cette idée-là? Parce que c'est le genre de jeu qu'ils préfèrent. Souvenez-vous, on parle de deux gros fans de Doom. C'est des geeks. Non, les études de marché, le business plan, le persona et tout ça, c'est pas leur truc. Ils veulent d'abord s'éclater, eux. Alors, pour rendre le jeu révolutionnaire, ils misent sur deux choses. 1. Le moteur graphique, Quake, auquel ils ajoutent une innovation. Les animations squelettales. Ce truc-là, quand on ajoute un squelette virtuel à un personnage 3D pour plus de réalisme. Oui, on est au début de la 3D, hein. On est en 1996, l'année de ma naissance, alors c'était pas tout à fait ça. You can do all sorts of other things because you have a skeleton, so it's like, oh, I can hook on a gun to a character. Et 2. Le scénario. Parce que juste avancer et dégommer des monstres, ça va bien 2 minutes, mais il faut une histoire dans laquelle plonger le joueur et justifier de dégommer encore plus de monstres. We knew it was going to be the beginning of the game, and we really needed to make it a vibrant and interesting, fun place to be in. Ça n'a pas été si simple, comme vous pouvez l'imaginer. Alors à quelques mois de la sortie, ils ont même décidé de tout recommencer. Parce que le jeu n'était pas au niveau de leur espérance. Et puisqu'ils financent le développement de leur poche, ils sont à 2 doigts de finir ruinés. Voilà, c'est comme ça que tu passes de millionnaire à ruiné. Ils continuent d'y croire évidemment, ils bossent tous les jours dessus, et le résultat, c'est Half-Life. Ouais. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Notre réseau de transport est exclusivement réservé au personnel du centre de recherche de Black Mesa. Un jeu mis en vente le 19 novembre 1998 et il va cartonner. Gabe espérait vendre 200 000 exemplaires de ce jeu, mais surtout Half-Life va devenir culte. Et pas seulement pour ses graphismes et la qualité de sa narration, mais aussi pour ses modes de jeu, créés par centaines par les fans eux-mêmes. Le modding, c'est le fait de modifier les fonctionnalités d'un jeu ou d'en créer de nouvelles. Créer des nouveaux objets, des nouveaux décors, et j'en passe, personnaliser le scénario en tout cas de son personnage. À cette époque, c'est complètement dingue. Et si vous y avez joué, j'attends de lire vos commentaires et les souvenirs que ça procure chez vous, mais perso, je ressemblais à ça au moment de la sortie, alors ne comptez pas sur moi. Après ça, c'est un tournant pour l'industrie. Les studios ont bien remarqué que certains joueurs passaient un temps de malade à créer des modes inventifs et originaux. Mais le studio de Gabe et Harrington, Valve,
est le premier à les considérer autant et à leur donner autant d'outils pour s'amuser. Les 2 premiers employés que Gabe a recrutés. En fait, tu peux recruter des gens gratuitement et légalement. Il crée du contenu pour toi. Je disparais en disant ça. Plus je parle, plus je disparais. Alors que je ferme ma gueule. Pourquoi je suis transparent, frère? Y'a un problème avec mon frère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien? Je sais pas. Je disparais? Étaient justement des modeurs du jeu Quake, un véritable visionnaire déjà là à ce moment-là, et ça ne va pas que lui apporter des employés talentueux, le modding, ça va aussi lui apporter des nouveaux jeux, dont un que vous connaissez Quake. Forcément. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je veux bien entendu parler de Counter-Strike. Ah oui, Counter. Alors à la base, Counter-Strike, c'est juste un mode de Half-Life, mais un mode tellement solide que Gabe embauche son créateur pour en faire un jeu à part entière. Un jeu qui aura, comme vous le savez, un succès planétaire. Non. Non, c'est une petite Et compétition. pendant 4 ans, leur Connu. studio Valve capitalise principalement sur ces 2 jeux, Half-Life et Counter-Strike. C'est en 2000 qu'un rebondissement arrive pour l'entreprise et pour Gabe, le départ de Mike Harrington, son associé. Son départ a marqué un tournant stratégique pour Valve, Gabe devenant l'unique décisionnaire. Il voulait passer plus de temps en fait simplement avec sa famille et moins travailler, et c'est pour ça qu'il part. Et on arrive alors en 2002, logique. l'année qui va tout changer pour leur studio, pour l'industrie du jeu vidéo tout entière, et à jamais la vie de Gabe Newell. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. 2002, l'année où Astérix et Obélix Mission Cléopâtre passe au cinéma, l'année où on a regardé la Starac pour la première fois, ou encore l'année où Free sort la Freebox et défonce le marché tout entier. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Non mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire quoi, en fait. Le 19 mars Oh, le 2002, drame, abuse. Gabe est à San José, la capitale de la Silicon Valley, Je sens free, il y aurait pas internet pour si peu cher, hein, pour info. le QG des mastodontes de la tech. C'est le jour qui a changé sa vie à jamais, mais surtout le jour qui va faire basculer l'industrie du jeu vidéo dans une nouvelle ère. Lors de la Game Developer Conference à San José, Gabe va présenter son tout nouveau projet au monde entier. Et ce projet, c'est Steam. Steam, c'est un logiciel Incroyable. conçu par Valve et qui permet d'acheter des jeux dans un format numérique uniquement. On est en 2002. Quand on avait fini de regarder la Starac, on allait choisir la boîte de notre jeu favori, on allumait notre ordinateur avec notre gros orteil parce que flemme de se baisser sous le bureau. Là, on pouvait se faire 3 chocolats chauds le temps que Windows charge, et on pouvait alors enfin sortir de sa boîte le CD-ROM du jeu et jouer. Mais à une dernière condition, que le CD ne soit pas rayé. Oh, tu souffles dessus. Ça va. Imaginez une seconde un fou qui, lors d'une conférence, vous promet d'économiser sur les coûts de distribution, une installation du jeu beaucoup plus rapide et surtout, la mise à jour automatique de vos jeux, plutôt que de chercher pendant des heures ce qu'on appelait des patchs pour les mettre à jour manuellement. Gabe est confiant, alors oui, il sait qu'on va d'abord le prendre pour un fou, mais il sait aussi que s'il parle un langage que tout le monde comprend, celui des chiffres, alors on l'écoutera. Et avec une moyenne de 3,4 milliards de minutes passées sur les jeux du studio Valve chaque mois, nos jeux sont plus regardés que Friends, dit-il, la sitcom la plus regardée de la télévision dans le pays. La vraie question, en 2002, c'est la rapidité de notre connexion Internet pour s'offrir les services vantés par oui. Steam, mais pour ça, Gabe, il a une autre stat. Les joueurs de Half-Life et Counter-Strike ont déjà une connexion haut débit, représentant 75% de ces joueurs. Et c'est normal, Counter-Strike est un jeu en réseau qui fonctionne évidemment mieux avec un bon débit. C'est beaucoup plus que la majorité des Américains cette année-là, et en s'appuyant sur cette information, Gabe est convaincu que Steam est voué à cartonner auprès de sa communauté de joueurs existants. Elle est prête, elle est là, ils ont la connexion, il n'y a plus qu'à. Et c'est comme ça qu'on arrive, le 12 septembre 2003, Valve lance officiellement Vous avez dedans. Steam. Et là, vous vous dites, c'est bon, Gabe a gagné. La demande est si forte que les serveurs crashent. Microsoft eux-mêmes vont proposer le plus gros montant de l'histoire pour racheter son studio. Ben pas du tout. Vraiment pas. Presque tout le monde s'en fout.
Mais alors vraiment, hein, Gabe Newell découvre alors l'importance du timing. C'est vrai qu'il faut le prendre en compte dans le business en général. On est en 2003, et malgré sa conviction concernant ses joueurs, la connexion internet et tout le reste, il est clairement beaucoup trop en avance sur son temps. Fabienne est une consommatrice Oui. acharnée sur Internet. Nourriture, électroménager, DVD ou vêtements pour ses enfants. En quelques clics, elle fait ses courses. Oh, Auprès de incroyable. 13 millions de Français. Au début des années 2000, c'est encore la jeunesse de l'internet domestique. Je sais, vous n'y croyez pas, moi non plus, mais tout le monde n'avait pas un ordinateur chez soi à cette époque, et encore moins la connexion qui allait avec, ni même la puissance de calcul pour jouer. Les habitudes de consommation sont aussi différentes et on n'a pas l'habitude d'acheter en ligne. Encore moins des choses dématérialisées. Ce qu'on voulait, c'était ça, quelque chose de physique, un DVD à insérer, un CD. Et Ça fonctionnera jamais. S'il n'existe pas, comment tu veux l'acheter? Oh mais oh. en 2000, c'est l'âge d'or des Micromania et des autres magasins de jeux vidéo. Alors à ce moment-là, personne n'ose faire une chose. Comment voulez-vous qu'on puisse imaginer un seul moment dans les années 2000 rentrer ces informations de carte bleue sur une page web? Mais ça va pas ou quoi? En fait, Steam n'intéresse qu'une niche, les adeptes des mods et des jeux multijoueurs, ce que la télé appelle à ce moment-là les geeks. Mais vous commencez à connaître Gabe, et il a pas dit son dernier mot. À ce moment-là, il va déployer une arme secrète, Half-Life 2. Le jeu le plus attendu en 2004. Et devinez quoi, pendant que certains écoutent Ozone, les joueurs qui veulent jouer à Half-Life 2 et qui ont attendu ce jeu pendant des années doivent d'abord installer quelque chose sur leur ordinateur. Un lanceur qui Steam. simplifiera les mises à jour. Son nom, c'est Steam. Ah, c'est une idée de génie. Elle est incroyable celle-là. Franchement, Gabe, je m'incline. Ça va vraiment juste se transformer en cauchemar. Bah ouais, disons que Steam à cette époque, c'était pas optimal quoi. Il était complètement buggé. Et tu es obligé des joueurs à l'installer. Alors Half-Life 2 cartonne tellement que ça fait planter les serveurs de Steam. Les crashs étaient liés à l'obligation d'utiliser Steam pour activer et jouer à Half-Life 2. C'était un cercle vicieux de l'enfer. Du coup, les joueurs qui ont pourtant acheté le jeu en physique ne peuvent pas lancer de partie à cause d'un logiciel qui ne leur sert à rien et qu'on les a pourtant forcés à installer. Évidemment, vous commencez à connaître les fans hardcore, ils sont fous furieux. Et tout le monde crache sur Steam. Après quelques semaines de nuit blanche, chez Valve, Steam est enfin stable. Et les premiers résultats positifs tombent enfin. Des millions de comptes ont été créés. Alors place maintenant à la deuxième étape du plan diabolique de Gaben, convaincre d'autres éditeurs de jeux vidéo de vendre leurs jeux Et en là, format ça commence à être dématérialisé. sérieux. Sur Steam, perso, ça me rappelle un peu l'App Store d'Apple, lancé en juillet 2008, 5 ans après Steam. C'était un visionnaire, Gaben, et il commence timidement avec le premier jeu développé par un autre studio, Ragdoll Kung Fu, et puisque la plateforme est maintenant utilisée par des milliers de joueurs, ça va finir par prendre. En fait, les éditeurs ont vite compris que Steam permettait de faire énormément d'économies, et donc de grossir leurs marges. Plus de pressage de CD, plus besoin de logistique, plus d'invendus. Imaginez une seconde, vous développez un jeu sans bouger le cul de votre bureau, vous le mettez en ligne sur une plateforme, votre coût de développement reste fixe, peu importe si votre jeu est vendu aux quatre coins du monde ou pas. Aujourd'hui, ça nous paraît logique. Mais à Oui. l'époque, ne plus avoir à gérer des livraisons par container, des mises en rayon dans les boutiques, bien s'entendre avec les revendeurs aux quatre coins du monde pour que le jeu soit mis en avant, et dans tout ce bordel, réussir à faire de la marge. Entre 2005 et 2012, dans les magasins de jeux vidéo physiques, les rayons de jeux d'ordinateur diminuent de plus en plus. C'est un cauchemar pour eux. Et parfois, il n'y a même plus de CD dans les boîtes, juste un code à rentrer sur Steam. Les jeux de la Nintendo Switch 2. Voilà. Vous avez des boîtes sans rien dedans. Vous avez des boîtes avec des cartouches pour activer un jeu qui n'existe pas physiquement au final. Et il y a, je crois, quelques jeux qui existent physiquement, c'est tout. Ouais, C'est le exactement ça. timing est important, toujours. En 2003, Internet était encore peu développé. Mais là, presque 10 ans plus tard, l'ADSL s'est généralisé, les ordis sont de plus en plus puissants et coûtent de moins en moins cher. Le timing est alors enfin parfait. Gabe Newell est en train de vivre ce qu'on appelle le Product Market Fit. Mais alors qu'il devance toute l'industrie en pariant sur le tout dématérialisé, Gaben confie à ce moment-là à ses équipes la lourde tâche de choisir chaque jeu qui allait être présent sur sa plateforme. Et c'est là qu'il va avoir une toute nouvelle idée. Une idée qui va transformer une fois de plus son industrie à jamais. Tu passes beaucoup de temps aux jeux vidéo? Bon, non, pas trop. 1 heure. 1 heure, 2 heures.
pas beaucoup. Avant 2012, la stratégie de Steam était de choisir manuellement quels jeux peuvent faire partie de son catalogue en ligne ou non. Évidemment, les jeux des grands studios reconnus et d'autres qui avaient déjà fait leurs preuves étant privilégiés. Mais cette année-là, Steam décide de laisser le choix aux joueurs et lance la fonctionnalité Steam Greenlight. Grâce à un système de vote, les joueurs de la plateforme peuvent décider quels jeux pourront rejoindre ou non le catalogue tant convoité. Alors dit comme ça peut sembler anecdotique, mais en fait, ça change tout. Vraiment tout. La communauté va faire émerger des jeux indépendants en votant pour des jeux qui n'auraient jamais eu sans ça de visibilité, comme The Forest, ce jeu de survie en pleine forêt où il faut échapper à des créatures cannibales. Et il y en a plein d'autres évidemment qui ont débuté sur Steam avant de connaître un succès fou, leur permettant d'accéder au Graal, une sortie sur console. C'est le monde à l'envers. Alors, vous vous en doutez, ça va aussi créer quelques scandales avec l'apparition de jeux très glauques. Je ne les citerai pas pour pas avoir de problème dans cette vidéo, mais quand on laisse le pouvoir à la communauté, faut être prêt à tout. Un autre modèle qui a aussi beaucoup aidé les jeux indépendants, c'est la fonctionnalité Early Access. Là encore, une innovation proposée par Steam. Elle permet aux développeurs de vendre leurs jeux avant même qu'ils soient complètement terminés. Ça a permis à des petits studios de financer la fin du développement de leurs jeux tout en étant aidés par les retours des joueurs pour améliorer leur production. Et c'est comme ça qu'on avance jusqu'en 2007. À ce moment-là, Steam compte 2 millions d'utilisateurs. Mais tout s'accélère super vite, trop vite. Aujourd'hui, en 2025, on compte plus d'1 milliard d'inscrits sur la plateforme avec plus de 100 millions de joueurs actifs chaque mois. 100 millions de fucking joueurs par mois. Au même moment, là, Twitter compte plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est tout juste 6 fois plus que Steam, alors que Steam, c'est simplement une plateforme de jeux vidéo. C'est complètement fou. Vraiment, ces chiffres, moi, m'ont fait tourner la tête et c'est ce qui m'a donné envie de raconter toute cette histoire. Parce qu'en ayant créé un tel service, totalement précurseur et qui fourmille d'idées géniales, Gabe Newell a fait de Steam un monstre, un monopole absolu, contre lequel les plus gros studios de jeux vidéo essaient vainement de se battre. Et forcément, quand on a un monopole, on en profite. Steam, et comme l'App Store, réclame aujourd'hui 30% de commission sur les ventes. Et pour beaucoup, c'est beaucoup trop en fait. Et ce taux est disproportionné. Steam ne s'arrête pas là et impose même son propre calendrier de soldes qui peut du coup dégrader les revenus des studios sans même les concerter. Voilà, c'est maintenant, c'est les soldes. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est les soldes chez Steam. Et c'est comme ça. Vous l'avez compris, les studios sont totalement dépendants de Steam. En même temps, c'est difficile dans ces conditions de faire entendre sa voix. Ces critiques, elles participent aussi à la célébrité et à la popularité de la plateforme. Et aujourd'hui, elle est adulée par beaucoup de joueurs. Ils en ont même fait un mème, Lord Gaben, le dieu des jeux vidéo à bas prix. Ouais, là, Gabe a clairement un look de dieu vivant, je l'avoue. Mais s'il y a bien un endroit où Gabe ne veut pas être traité comme un dieu, c'est chez Valve. De toutes les personnes de l'entreprise qui ne sont pas ton patron, Gabe est celui qui est le moins ton patron. Cette phrase, elle est tirée d'un manuel destiné aux nouvelles recrues dans les studios. En fait, Gabe a mis en place un fonctionnement horizontal au sein de son entreprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de patron, de supérieur, de manager, seulement des projets où les uns et les autres bossent ensemble. C'est ultra linéaire. Il n'y a pas cet effet chapiteau où tu vas voir le grand patron, quoi. Et ce fonctionnement, il peut paraître génial, mais il peut aussi devenir une faiblesse. Sur le papier, ça encourage la créativité et l'innovation. Pas de hiérarchie qui bride les idées, pas de bureaucratie inutile. Dans la réalité, c'est parfois et même souvent chaotique. Certains projets avancent lentement ou d'autres sont carrément abandonnés en cours de route parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Vous voulez un exemple ? Half-Life 3. Ça fait 20 ans que les fans attendent cette suite. Et il y a eu des prototypes, il y a eu des concepts, des débuts de développement, mais à part un spin-off en réalité virtuelle, rien de concret n'est jamais sorti. Résultat, Half-Life 3 est devenu un mythe et un running gag, dit même que Gabe ne sait pas compter jusqu'à 3. Alors avec le temps, une évidence. Chez Valve, le développement de jeux vidéo est presque passé au second plan. Jusqu'en 2012, Valve a publié des jeux qui ont eu un vrai succès. Team Fortress 1 et 2, Left 4 Dead 1 et 2, Portal 1 et 2, Half-Life 2, Épisode 2, je vous l'avais dit, ils savent plus compter après 2. Mais depuis ça s'est ralenti. Et la priorité, c'est Steam. La raison est simple, la plateforme génère tellement de revenus qu'elle a éclipsé complètement le reste. Steam domine aujourd'hui complètement le marché, sur PC en tout cas, avec 75% des ventes de jeux vidéo sur ordinateur, et Gabe Newell est devenu, avec le temps, l'homme le plus riche de l'industrie du jeu vidéo. Sa fortune personnelle est estimée en 2025 à 9,5 milliards de dollars. Il dépasse de loin les créateurs de Fortnite, Minecraft, ou même les dirigeants d'Activision Blizzard, Call of Duty quoi. Et d'après le magazine IGN,
l'influence de Gabe Newell sur l'industrie du jeu vidéo est presque impossible à mesurer, tellement c'est difficile de leur donner tort en fait. Steam continue de s'adapter et d'évoluer, Gabe voit loin, très loin, comme d'hab, avec le Steam Deck, Valve s'aventure par exemple dans les produits physiques et tente de créer un marché hybride. Après, le Steam Deck, ça a été pensé par rapport à la Switch aussi. Entre l'ordinateur et la console portable. Du côté de la réalité virtuelle, Valve fait aussi figure de pionnier avec Half-Life Alyx et leur casque Index, des succès qui montrent une volonté de continuer à repousser toujours plus les limites techniques du jeu vidéo. Et pour aller encore plus loin, Gabe explore déjà des technologies futuristes comme les interfaces entre le cerveau humain et les machines, avec l'ambition folle de connecter directement les joueurs à leur expérience de jeu par la pensée. Aujourd'hui, le développement de jeux vidéo est peut-être passé au second plan, mais l'ADN de Valve reste intact. Alors dire que cette vidéo est disponible en podcast à la fin, c'est pas très judicieux, je trouve. J'ai fini la vidéo, c'est disponible en podcast. J'ai déjà vu, du coup, ça sert à rien. Innover et révolutionner. Avec Valve, Gabe Newell ne se contente plus d'écrire l'histoire du jeu vidéo, il en prépare déjà le prochain chapitre. Allez hop. J'ai dit allez hop. Non. Cette vidéo est pour 400 personnes qui me regardent. Ah, stop. J'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. Hop. Musique. Petite pause. Ouais. Oh là là, je suis rouillé, mon dieu. Je lance Minecraft, petite pause, je reviens juste après, je ping Light. Et à tout de suite pour Minecraft.